Monsieur Deneau, vous avez dit que vous trouviez un peu faible, dans le fond, que c'était un euphémisme de parler de la pertinence d'un ombudsman pour voir un peu l'attitude des entreprises minières. Vous parlez qu'il faudrait une commission d'enquête. D'après vous, quels sont les obstacles? Est-ce que c'est à cause d'embargo des idées médiatiques, au niveau médiatique? Quels sont les obstacles pour qu'il y ait une commission d'enquête? Et j'aimerais vous entendre, Mme Pécresse aussi, sur la volonté que vous voyez au gouvernement pour aller de l'avant avec une commission d'enquête. C'est ce qu'il nous faut pour explorer ce qui se passe. En même temps, je veux vraiment préciser que je jette la pierre à personne. Il reste que d'une part, la politique, c'est une affaire de symbole aussi. C'est pas seulement une affaire de mesure. Et quand on me parle d'un ombudsman dans la langue française courante, un ombudsman, c'est un bureau, c'est une sorte d'entonnoir à jérémiade, là, c'est-à-dire c'est un endroit où on va un petit peu, disons, faire état de grief. Et dans la langue française, un ombudsman, c'est plutôt un comptoir des plaintes dans des institutions, une administration. Il va y avoir un ombudsman chez Radio-Canada, il y a un ombudsman à l'Université de Montréal. Donc, si on considère que son patron nous traite un peu mal, on peut aller voir son syndicat, on peut aller voir l'ombudsman aussi, qui est l'espèce d'éthicien d'une institution. Quoi. Bon, là, on n'est pas en train de soigner une écharpe. Du point de vue symbolique, si on veut montrer que l'État est souverain, qu'il croit en les valeurs qu'il préconise sur toutes les tribunes internationales qu'on offre à ses officiels, là, ben, il faut qu'il envoie des signaux forts. Quand on crée une commission d'enquête, on signale très clairement qu'on confère à des acteurs indépendants et autonomes un pouvoir de convocation, un pouvoir pour obtenir des documents, un pouvoir pour la reddition des comptes, et ainsi de suite. Donc là, on envoie un signal. Ce qui serait souhaitable, c'est qu'en fait, on prévoit déjà qu'il y ait une commission d'enquête indépendante, qu'il y ait, le cas échéant, des sanctions lorsqu'on découvrirait, sur une base fondée, que des cas, des allégations d'abus sont avérées, qu'on présente aux populations lésées des excuses publiques et qu'on lance sur un mode non colonial, c'est-à-dire concerté, des programmes de réparation. Et bien sûr que c'est utopique, là, mais on ne peut pas aller en deçà de cela si on se dit démocrate. C'est juste le point de vue principiel qu'on peut évoquer. Il pourrait aussi y avoir des mesures en ce qui concerne la responsabilité sociale des entreprises pour qu'on cesse d'utiliser des mots valises qui renvoient plutôt à du storytelling. C'est-à-dire que quand on parle de responsabilité sociale des entreprises, actuellement dans les rapports annuels, on va raconter comment une société minière a aidé Mustapha à aller étudier aux États-Unis et comment on a créé une école primaire dans tel village. C'est-à-dire on tombe dans une sorte de lyrisme. Et bon, vous savez que la poésie n'est pas nécessairement le fort des investisseurs. Donc vous imaginez un peu là, le mode romanesque auquel on a droit. Je pense que là, déjà, la responsabilité sociale des entreprises, c'est une sorte de mot valise qui vient du management, mais en fait, si on tient à le garder, il faudrait au moins qu'on parle très clairement d'audit en ce qui concerne les conséquences larges et entières de la présence d'une société minière sur un territoire. Des audits en matière sociale, environnementale, écosystémique, culturelle, fiscale, politique, sécuritaire, et qu'on fasse le tour de la question, et pas seulement qu'on laisse à des sociétés le droit de se dire responsables socialement parce qu'elles ont envoyé Mustapha à l'université. C'est à peu près le cas maintenant. Là. On souscrit à certains programmes et voilà, le tour est joué. Je pourrais m'arrêter là pour le moment, mais je dirais peut-être aussi que sur la question de l'ombudsman, c'est quand même une sorte de solution tiède qui vient d'un processus de délibération sur le mode de la bonne gouvernance entre des représentants de la société civile, comme on dit, et d'ailleurs, c'est qui la société civile, quelle est la légitimité de ceux qui parlent de la légitimité de la société civile, je ne sais trop, des responsables de l'industrie minière, ainsi de suite, et ça donne forcément une sorte de résultat mou. Je veux dire, si on fait discuter ensemble Hitler et Gandhi, ça donne quelque chose de mou. Bon, ben si on fait discuter ensemble, on va dire des gens qui sont pour l'exploitation et des gens qui sont après contre l'exploitation, ben, ça donne un résultat mou. Ce résultat mou, ça s'est appelé l'ombudsman, sans doute que ça fait l'objet d'une sorte de tractation à huis clos. On n'est pas obligé de reprendre ce terme-là. On peut penser par nous-mêmes et se dire, bon, il faudrait une commission d'enquête parce que c'est comme ça qu'on appelle ce genre de choses normalement dans nos États. Il faut
avoir une tribune pour mener justement des enquêtes pour pouvoir faire la lumière sur ce qui se passe. Donc que ce soit par le biais d'un ombudsman, une commission d'enquête, un commissariat, peu importe. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que si par exemple une entreprise viole vraiment les droits internationaux, les droits fondamentaux, elle doit être reconnue coupable, elle doit payer. Tu sais, je veux dire, comme n'importe qui commet un crime, c'est la même chose. Donc, l'ombudsman ou une commission d'enquête, je veux dire, peu importe, c'est sûr qu'il devrait avoir une volonté à ce moment-là de rendre non seulement des recommandations, mais que ça aille plus loin que des recommandations, que ce soit vraiment comme mes collègues le disent, des sanctions, que ça soit quelque chose qui n'est pas volontaire, parce qu'on a essayé de le faire, ça n'a pas marché. C'est la même chose, par exemple, avec un code, la protection du consommateur. Il y a un code fédéral de protection du consommateur, mais qui est justement des règles qui sont volontaires et on voit que ça ne marche pas. Donc, c'est quelque chose qui va devoir aller plus loin que simplement des recommandations volontaires. Donc, désolé, il n'y aura pas de débat ici en voulant dire que, tu sais, je prends, moi, ce que je voulais dire dans mon discours, c'est que ce qui doit être fait, ce que les citoyens vont vouloir, c'est ce que les politiciens devraient faire. Et si les citoyens veulent une commission d'enquête, c'est ce qui va arriver. Alors, c'est là que le rôle des citoyens viennent jouer là-dedans. Pourquoi il y a une commission d'enquête maintenant sur la construction à Montréal? C'est parce que les citoyens l'ont demandé. Les politiciens sont, à la fin de la journée, redevables à la société. Donc, si tout le monde reste silencieux, il n'y aura pas de commission d'enquête, il n'y aura pas d'ombudsman, il n'y aura rien. Les médias n'en parleront pas. Donc, il faut que les citoyens demandent une commission d'enquête, demandent un commissariat, demandent peu importe ce que vous voulez, vous devez le demander. Si vous le demandez, si vous faites assez pression sur le gouvernement pour qu'il le fasse, il va le faire parce que c'est arrivé. Tu sais, je veux pas faire de la politique, mais la société civile, quand on parle de ça, c'est qu'il faut se prendre en main, nous aussi, c'est notre responsabilité. Et notamment par rapport au système de justice, mon collègue parlait de paradis législatif, mais ça, c'est un autre aspect de la chose. C'est une commission d'enquête, oui, c'est vrai, mais s'il n'y a pas de système législatif qui vient supporter le tout, il y a plusieurs mesures qu'il faut qu'ils viennent en compte. Là. Je veux dire, une commission d'enquête, mais un système législatif, un système de justice qui soit possible justement pour, comme je le mentionnais, que des gens poursuivent les compagnies au Canada et notamment... par exemple, des sanctions qui seraient obligatoires. Alors, c'est vraiment un système de choses, mais comme je le dis, c'est vraiment à nous tous là, de travailler puis de demander cette commission d'enquête-là et de demander, par exemple, on parle de notre projet de loi qui instaurait un système de justice qui donnerait la possibilité aux gens d'avoir une réparation. Mais à ce moment-là, c'est de faire pression sur les députés, sur vos députés, sur les gens pour qu'ils votent pour ce projet de loi-là à la Chambre des communes. Donc, c'est ça. Moi, je crois que l'idée d'une commission d'enquête est très importante. Je crois que j'avais lancé l'idée il y a 4 ans. Il y avait un site internet même qu'on avait fait pour recueillir les signatures pour exiger une commission d'enquête. Il faut savoir que les politiciens sont les courtiers de ces patrons de multinationales. Il faut le dire, en fait, le gouvernement. Je vais vous donner un exemple très simple pour étayer ce que je dis. Si aujourd'hui il y a des pillages, si aujourd'hui un pays comme le Rwanda est utilisé pour piller le Congo, c'est parce que d'une certaine manière, il y a une certaine protection des grandes puissances. Il y a plus de 10 rapports des Nations Unies sur le pillage du Congo qui sont restés sans effet. Il faut se demander pourquoi. C'est là le problème. Parce que les grandes puissances ne tiennent pas à ce que le Rwanda soit sanctionné, alors que le Rwanda joue le rôle du bras exécutant des multinationales qui pillent le Congo. C'est ça la réalité. Et l'exemple que j'allais donner est très simple. Vous savez, dans mon livre, je traite d'un cas important. C'est l'assassinat de 3 prêtres canadiens au Rwanda. 3 prêtres québécois ont été tués au Rwanda par l'actuel gouvernement du Rwanda, protégé par le Canada et les États-Unis. Vous savez, les familles de ces prêtres-là ont demandé qu'il y ait au moins une enquête sur les assassinats qu'il y a eu au Rwanda. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement conservateur n'a jamais bougé. Avant, c'était les libéraux, ils n'ont jamais bougé. Ça vous donne une idée. On tue des citoyens canadiens. On tue des citoyens canadiens au Rwanda. Et les assassins sont connus.
Mais le gouvernement canadien fait comme s'il ne savait rien. On nous demande, ils disent, la dernière fois c'était M. Maxime Bernier qui disait, à l'époque, il disait oui, on va demander au Rwanda d'ouvrir une enquête. Sauf que moi, je suis tombé sur un rapport d'enquête interne des Nations Unies que je reproduis dans le livre. Il existe une enquête qui dit clairement que c'est le gouvernement du Rwanda qui a participé à l'assassinat de ces 3 Canadiens, ces innocents Canadiens. Simplement le gouvernement du Canada, notre gouvernement ne bouge pas. Ça vous donne une idée. En fait, c'est pour illustrer un peu cette réalité-là. C'est-à-dire que les multinationales, aujourd'hui, ne peuvent pas opérer comme elles le font au Congo sans la protection du gouvernement. Et c'est là tout le problème. Parce que si nous pensons que la solution viendra du gouvernement, nous rêvons. Nous rêvons sincèrement. C'est au peuple et c'est aux populations d'abord de faire comprendre au gouvernement et aux multinationales qu'elles comprennent maintenant les enjeux. Parce que ces gens ont l'impression que les populations ne comprennent rien. Une bonne propagande médiatique et le tour est joué. Et on pense que les populations sont des moutons qu'on peut mener comme ça et on peut leur raconter n'importe quoi. On peut leur dire qu'il s'agit des guerres interethniques, parce que c'est ça qu'on raconte aujourd'hui dans les médias, que ce sont des guerres interethniques. Mais étrangement, ces guerres se déroulent dans des zones riches en ressources naturelles. Il n'y a pas de guerre dans les pays pauvres en ressources, qui n'ont pas de ressources naturelles. Il n'y a pas de guerre là-bas. Les guerres se retrouvent toujours dans des pays riches en ressources naturelles. Et là, moi, c'est juste pour compléter ce que mes amis ici ont dit, c'est que nous devons prendre notre responsabilité en tant que citoyens canadiens, d'autant plus qu'on dit que ce sont nos fonds, ce sont nos épargnes et tout qui se retrouvent à financer cette industrie de la misère, cette industrie de la mort. Mais il ne faut pas, et moi j'insiste, moi je l'ai dit, il ne faut pas compter sur le gouvernement. Parce que jusqu'à ce jour, on voit très bien que le gouvernement ne fait rien si ce n'est passer des lois ou des démarches assez bidons qui n'avancent à rien. Et l'exemple des 3 Canadiens assassinés au Rwanda doit nous interpeller en tant que Canadiens. Donc si ce gouvernement est capable de passer sous silence l'assassinat des citoyens canadiens pour protéger un sous-traitant des multinationales, que ne peut-il pas faire pour occulter la réalité des massacres qui sont commis indirectement par ces multinationales en Afrique? Par rapport à l'ACDI, ce qui est important, c'est replacer le contexte. On a parlé d'aide, etc. Ce que les gens, si je vous ai montré la vidéo plus tôt, c'est que vous voyez que les gens en fait sont debout, ils agissent et ils ne nous attendent pas nous pour se prendre en main. J'espère que vous l'aurez saisi. Maintenant, il faut que vous compreniez qu'il y a des programmes, en effet, qui sont présentés avec tous les aspects les plus vertueux pour aider les gens là-bas. Je vais vous donner un exemple. C'est un commentaire que j'ai reçu. Il y a des gens qui habitaient dans des villages proches de Walikale, Uvira, donc tout ça c'est à l'est du Congo, dans la région du Nord Kivu, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un programme de l'ACDI qui va arriver là-bas, qui leur dit « Ok, on va prendre 200 familles et on va les amener à Sherbrooke. » C'est génial. Puis, non, mais vraiment, vous êtes des réfugiés, vous souffrez, puis on vous prend. Résidence permanente, vous arrivez, BS, la totale. Comme on dit en français, jambon fromage. Avec le PS. C'est ça. Donc, la totale. Donc, les gens sont contents. Ils sont dans l'avion, et ça, c'est un commentaire que j'ai eu. Ils sont dans l'avion, puis ils sont là comme ça, tout contents, puis ils sont 200 familles, toujours que des poteaux. On va en Europe, on va chez les Blancs. Et puis, une fois arrivés à Sherbrooke, ils prennent des nouvelles au pays, puis ils apprennent qu'en fait, près de leur village, en fait, il y avait un gisement minier. Et leur village a été rasé, et en fait, on creuse là où ils étaient avant. Chance pour eux, ils n'ont pas été massacrés. Mais il y a un programme qui a fait qu'on a fait venir des populations, on nous a fait sortir, parce qu'il y a quand même des gens qui, malgré que tous les médias ne sont pas... Il y a des médias qui essayent tant bien que mal de mettre la lumière sur ces situations, des gens qui écrivent des livres, donc finalement il faut faire attention. Et comme ces gens-là sont très intelligents, il y a des programmes d'aide auxquels peut-être certains d'entre vous ont participé, qui font ce genre de choses-là. Donc ça, c'est cette réalité qu'il faut qu'on comprenne. La notion d'aide, les Congolais n'ont pas besoin d'aide. Les Congolais ont juste besoin que nous, ici, on travaille pour créer l'espace nécessaire pour qu'ils puissent travailler comme vous l'avez vu dans la vidéo.
Juste la paix, si c'était juste ça, ce serait vraiment suffisant. Et juste pour terminer, parce que souvent quand on parle de situations dans les pays du Sud, on le fait avec nos références. On se dit, les droits de l'homme, il n'y a pas de droits de l'homme, il n'y a pas de justice, il n'y a pas ceci, cela, donc il suffirait d'eux. Il faut comprendre que les contextes ne sont pas les mêmes. Sans vouloir se dédouaner, c'est sûr et certain que si nos gouvernants, nos dirigeants étaient les bons, il y a une grande partie de nos souffrances qui seraient pas disparues, mais qui seraient atténuées. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le Congo, comme beaucoup d'autres pays, juste pour faire un petit rappel historique rapidement, vous avez tous entendu parler de la conférence de Berlin 1885, où des grandes puissances se séparaient l'Afrique. Vous avez entendu ça? En fait, c'était la conférence du Congo. Il fallait juste valider, fallait juste valider que Léopold puisse avoir le Congo comme propriété privée. Donc, avant ça, bien sûr, il y avait l'esclavage. Donc, le Congo a été colonisé en plus de 150 ans. Okay. Ensuite, il y a eu des applications légales qui font que le Congo est passé d'une propriété privée de Léopold à une colonie belge. Okay, c'est devenu le Congo belge. Et c'est seulement en 1960, sous l'impulsion de Patrice Emery Lumumba, qui avait 35 ans à l'époque, le Congo sera indépendant. Il sera assassiné environ 1 an après. Okay. Après son assassinat, on aura au pouvoir le maréchal empereur roi Mobutu pendant environ une 30aine d'années. Et il faut comprendre que Mobutu, à quoi il servait? C'était lui qui faisait le tampon dans le cadre de la guerre froide. C'est lui qui faisait en sorte que de protéger entre guillemets l'axe du bien face à l'axe communiste. Et vers la fin des années 90, quand on n'a plus eu besoin de lui, il y a eu donc ce qu'on appelle la rébellion qui était menée par Laurent Désiré Kabila. Donc ils sont rentrés depuis l'est du Congo jusqu'à Kinshasa. Et lui pensait être aidé par l'Ouganda et le Rwanda et d'autres pays, mais en fait, l'Ouganda et le Rwanda étaient les sous-traitants des nouvelles forces qui voulaient changer un petit peu la donne. Il y a eu un président, donc Laurent Désiré Kabila, qui, pendant un court laps de temps, a essayé de changer la donne. Et il a encore été assassiné. Et par la suite, donc, il y a eu son soi-disant fils qui a été mis au pouvoir, là, depuis 10 ans, avec 2 élections volées. Je me permets de vous dire ça, juste pour que vous compreniez qu'il ne faut pas regarder ces situations avec nos repères à nous. Okay? Sans vouloir enlever la responsabilité des Congolais et des dirigeants congolais, il faut comprendre que ce qu'a besoin le Congo, ce n'est pas un programme en 4 points pour les apprendre à gérer le respect des droits de leur individu, mais juste la paix. Et quand on vous dit ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a tué Patrice Lumumba à l'indépendance, on a tué Thomas Sankara, on a tué Amilcar Cabral, on a tué Félix Moumié, on a tué tous les leaders africains de l'époque qui avaient de nos générations. On les a tous tués. Et les seuls qui sont vivants, et ce sont les Paul Biya, ce sont les Omar Bongo, tous les dinosaures qui ont fait la France-Afrique. Donc, je voulais juste que vous compreniez ça. Merci. Maintenant, on a quelque chose qu'on a plus ou moins exploré. Peut-être Denis Tougar aurait pu nous parler de ça s'il ne s'était pas blessé, mais bon. C'est l'ACDI, le nouveau programme de l'ACDI. Mais on dirait que tous ces nouveaux programmes, je pose la question, sont juste des nouveaux lustres, mais qui s'inscrivent dans une continuité de ce que le Canada a toujours été. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce nouveau programme de l'ACDI qui propose de faire affaire avec les compagnies minières pour du développement international? Je ne sais pas qui veut. Mais en tout cas, moi ce que je voudrais bien dire sur l'ACDI, c'est que au-delà du fait qu'ils ont maintenant un nouveau programme pour travailler avec les multinationales, c'est qu'il faut comprendre que l'ACDI sert d'une certaine façon de bras exécutant du gouvernement. L'ACDI a été impliqué quand même, aujourd'hui c'est quand même assez documenté, dans des coups d'État en Haïti par exemple. Le coup d'État en Haïti, on le sait. En 2004. Oui, l'ACDI est impliqué. L'ACDI et son équivalent américain, l'USAID, on sait aujourd'hui, c'est très bien documenté qu'ils entretiennent des relations avec les services de renseignement de leurs pays respectifs. Vous le savez, mais la population, moi je l'ai appris il y a quelques mois.
Ah, ok, désolé. Autre élément, par exemple, dans le cas du Rwanda, l'ACDI a continué à financer le Rwanda, sachant très bien que le Rwanda participait à la déstabilisation du Congo. Et quand les enquêteurs canadiens qui sont allés de bonne foi enquêter sur cette affaire ont découvert l'histoire, le gouvernement canadien a fermé le dossier. Voyez-vous? Et c'est assez difficile. Je crois aujourd'hui que ce qui est important, c'est d'abord la connaissance. Il faut que le peuple soit conscient de ce qui se passe réellement. Ce n'est pas pour rien qu'il y a occultation médiatique, ce n'est pas pour rien qu'il y a désinformation. On désinforme pour empêcher en fait le petit peuple de réagir ou d'agir au cas où on constate des choses. Ce n'est pas pour rien qu'il y a toutes ces choses-là. On parle aujourd'hui de l'ACDI. Je vous donne un exemple parce qu'on a parlé de la France-Afrique. Il y a eu des élections au Congo récemment. D'abord en 2006, on commence en 2006. Le Canada a financé les élections. Celui qui était le chef, le responsable de la Fondation Carter pour superviser les élections, c'était M. Joe Clark. Or, il s'avère que Joe Clark est celui qui avait signé un contrat, qui était le représentant spécial d'une compagnie minière qui avait signé des contrats avec la rébellion en 1997 pendant la guerre. Mais ce monsieur se retrouve à aller superviser les élections au Congo et il y a fraude. Joe Clark nous annonce tout bonnement que les élections étaient les plus démocratiques que l'Afrique ait connues. Pourquoi? Parce que celui qu'on a maintenu au pouvoir a cédé des contrats miniers aux amis canadiens, aux amis américains et aux amis israéliens. C'est ça la réalité de la démocratie ou de la démocrature entre guillemets en Occident. C'est-à-dire quand on nous raconte dans les médias ou quand il y a des élections, parce que c'est ça aussi le système Canada-Afrique ou France-Africain. C'est-à-dire on met en place des dictatures qui sont des sous-traitants, des multinationales et des pouvoirs en Occident. Et quand il y a des leaders qui s'élèvent contre ce système, on les écarte, comme au Congo, où en 2006, il y a eu les élections. Celui qui a gagné aujourd'hui se retrouve à la CPI. Il y a la CPI au Congo, celui qui a gagné en 2012. Celui qui a gagné les élections, on l'a gardé en résidence surveillée. Et d'après ce que je sais, c'est que pendant les élections, les responsables canadiens des compagnies minières et de l'ambassade américaine, on faisait du lobbying pour qu'on n'accepte pas que celui qui avait en fait gagné les élections puisse prendre sa place. Voyez-vous, j'ai eu des confidences des gens au pays. On a consulté des documents dont il y avait des responsables canadiens. Le gouvernement canadien est au courant à travers notre ambassade. Mais ici, on nous parle de la démocratie, de respect des droits de l'homme et des élections démocratiques, pour ne pas dire démocratiques. Voilà.